Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre cette édition du soir. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur les régions de Difa, Zender, Maradi, Tawa, le Tamesna et sur le nord de la région de Tillabéri. C'est dans une présentation de la météorologie avec Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver une fois de plus pour cette page météo du jour. Ce matin, c'est un temps dégagé qui est observé sur le pays, à l'exception du Kawa où une légère suspension de poussière a réduit la visibilité à 2000 mètres à Bilma. Cet après-midi, on a assisté à une régénérescence des systèmes orageux. Ainsi, à travers l'image satellitaire de 18h heure locale, il est observé la présence d'une vaste zone pluvio-orageuse sur les régions du lac Tchad et une haute sur l'Aïe débordant sur le centre Ader. Il est aussi observé quelques bourgeonnements sur le nord Manga. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Difa, Zender, Maradi et plus à l'ouest sur le centre Ader, le Tamesna et sur le nord de la région de Tillabéri avec des tendances orageuses sur le centre des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, ce sont des tendances orageuses que nous prévoyons sur le Dandi, l'extrême sud des régions de Tawa et Maradi et une bonne couverture nuageuse sur toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et excellente soirée. Ouverture hier après-midi à Agadez de la première session ordinaire du Parlement des jeunes, une session qui se tiendra du 17 au 27 août avec pour thème l'énergie, l'industrie et l'éducation chez les députés juniors. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du troisième vice-président de l'Assemblée nationale, le député Falke Bacharou, Mohamed Madou et Nassir Nakakale. Les parlementaires juniors réunis en session ordinaire à Agadez plancheront du 17 au 25 août sur un ordre du jour bien chargé. Au menu des réflexions, l'examen des questions se rapportant à la problématique de la migration, fléau aux tournures souvent dramatiques, à l'énergie, à l'industrie extractive, aux mines et à la scolarisation des jeunes dans le contexte de la région. Autant de sujets dont la pertinence a été soulignée par les différents intervenants lors de la cérémonie inaugurale. Dans leur mot de bienvenue, l'adjoint au maire Aboubakar Ajoual, le vice-président du conseil régional Aklou Sidi Sidi et le secrétaire général de la région, M. Adamou Halidou, se sont fortement réjouis du choix porté sur Agadez pour abriter les travaux de cette session des députés juniors. Les représentants du conseil régional et celui du gouverneur empêché se sont employés à présenter la fiche signalétique de la région et les énormes potentialités qui renferment son sous-sol, notamment dans les domaines uranifères, pétroliers et aurifères. À cela s'ajoutent 3 inscriptions honorables au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président du réseau parlementaire nigérien en charge des questions des jeunes et de la protection de l'enfant a quant à lui mis l'accent sur les objectifs de cette institution et sa corrélation avec le réseau parlementaire de l'Assemblée nationale. Le Parlement des jeunes, dira M. Idrissa Meidaji, se veut une tribune d'apprentissage pédagogique de la démocratie et un vaste chantier de formation de l'homme. Une vision qui cadre parfaitement selon ses propres termes avec la politique nationale de la jeunesse initiée par les plus hautes autorités du pays. Dans son discours d'ouverture, la présidente du Parlement des jeunes a invité des députés juniors à une participation active et assidue aux travaux de cette session. Une session chargée également d'examiner et d'adopter le document bilan de la législature de 2 ans qui s'achève. Mademoiselle Rachida Soumana Karimou. Notre session qui s'ouvre aujourd'hui dans la prestigieuse ville d'Agadez et au regard du contenu du programme de notre session va nous permettre d'approfondir une fois encore, et j'en suis convaincu, nos connaissances sur les réalités profondes de notre cher pays, le Niger. 2 ans durant, lors de nos différentes sessions, nous avons été formés et édifiés à travers des thèmes aussi riches que variés, touchant la vie de la nation, de la jeunesse, de la démocratie, des droits de l'homme en général et en particulier les droits des enfants et de la femme. Il s'agit là assurément des acquis inestimables que nous devons continuer à entretenir, à propager dans nos régions, dans nos établissements, dans nos familles pour un ancrage irréversible des vertus de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Nous aurons ainsi mérite de ces énormes investissements consentis par la nation à notre endroit 2 années durant pour faire de nous des citoyens avertis, aptes à assumer les responsabilités qui seront les nôtres dans l'édification d'un Niger prospère,
de solidarité, de fraternité et de paix. Dernière communication enregistrée, celle du troisième vice-président de l'Assemblée nationale. M. Falké Bacharou a fait d'abord un survol historique du Parlement des jeunes, une structure créée en avril 2002 par arrêté du président de l'Assemblée nationale en réponse à la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies et ratifiée par le Niger le 6 août 1990. Après avoir énuméré les nobles objectifs assignés au Parlement des jeunes, M. Falké Bacharou qualifiera le cahier de charge de la structure en question de véritable programme d'action en faveur de l'épanouissement de la jeunesse nigérienne. Vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, qu'un tel cahier de charge constitue à lui tout seul un véritable programme d'action pour préparer la jeunesse nigérienne à affronter avec efficacité, détermination et loyauté les défis qui se posent à la gestion d'un pays comme le nôtre. Il s'agit concrètement de préparer le jeune Nigérien à être un citoyen pleinement responsable et conscient de ses droits et de ses devoirs vis-à-vis de la société nigérienne et de la nation toute entière. Pour gagner ce pari sur l'avenir, et il faut le gagner, le Parlement des jeunes du Niger doit être un levier à actionner et sur lequel on doit pouvoir compter. D'ores et déjà, il y a lieu de féliciter tous les députés nationaux et juniors qui ont eu à animer ces deux structures, à savoir le réseau et le Parlement des jeunes. Le Parlement des jeunes, faut-il le rappeler, a un mandat de 2 ans. Il est composé de 113 membres, tous élèves de 2 sexes âgés de 15 à 17 ans, issus de 8 régions du Niger, justifiés d'une bonne conduite et être excellents en termes de résultats scolaires au niveau des établissements publics et privés des enseignements secondaires de notre pays. Tels sont les critères de choix des candidats au Parlement des jeunes. Au niveau de Niamey, visite hier soir du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale sur 3 chantiers de la compagnie de géo-ingénierie Tchana International, CGCINT. L'objectif était pour le ministre Salissou Ada d'aller s'enquérir de conditions de travail de quelques 200 ingénieurs nigériens employés sur ces différents chantiers. C'est Soumela Ibrahim et Issouf Suleiman. Entreprise depuis quelques semaines en vue de s'enquérir des conditions de travail des Nigériens employés sur les chantiers en cours de réalisation. Cette visite, le ministre de l'Emploi l'a réservée à 3 principaux chantiers de la compagnie géo-ingénierie Tchana International. Vous rappelez que le président de la République avait pris l'engagement de créer 50 000 emplois par an, soit 250 000 emplois sur la durée de son mandat. Et j'ai l'habitude de le dire, ces emplois ne peuvent pas forcément être créés par l'administration publique, c'est-à-dire au sein de la fonction publique. C'est à travers tous les différents investissements qui sont faits dans différents domaines, notamment sur des chantiers de grande importance comme ceux-là, que l'essentiel des emplois sont créés. Premier chantier visité, les travaux de prolongement du 2e pont avec jonction sur la route de Saï. Quelques échanges avec les employés ont permis au ministre de se faire une idée sur les conditions réelles de travail sur le chantier. Constat, quelques travailleurs avec des contrats mal adaptés à la durée sur le chantier. Quelques autres rares ouvriers travaillant sans équipement de protection. Bref, le ministre a interpellé l'employeur pour le premier cas et a attiré l'attention de tous sur les dangers en cas d'accident pour le second cas. La centrale à béton de la CGINT a été la seconde étape de cette visite. Sise à la Corniche, précisément en face de l'hôpital militaire, cette centrale approvisionne tous les chantiers de la CGINT en béton armé produit dans des meilleures conditions techniques. Ici aussi, les travailleurs nigériens travaillent dans de bonnes conditions de sécurité. Tout comme aux 2 premières étapes, le même constat de satisfaction se lisait sur les visages du ministre et des membres de sa délégation à l'étape du chantier du 2e échangeur, car les travailleurs ne se plaignent de rien et gardent des excellents rapports avec les employeurs.
nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure, il y a une nette amélioration de la mise des travailleurs dans les conditions, en tout cas acceptables de travail. Il faut s'en féliciter parce que la création des conditions pour que la promotion du travail décent, pour lesquelles le Niger a un programme, ne peut se faire que dans la mesure où un certain nombre de mesures sont respectées, notamment les conditions salariales, les conditions de protection des travailleurs, les conditions de santé et de sécurité au travail et l'accessibilité à des emplois. Donc je pense que globalement, on s'en félicite et nous allons continuer ces visites et même de façon inopinée, de façon à ce que les instructions que nous avons données par rapport à un certain nombre de constats pour nous rendre compte qu'elles ont été suivies de fait. Donc c'est cela le sens. Il ne s'agit pas de créer des emplois, il faut-il aussi que nous prenions les dispositions pour que tous les travailleurs puissent, autant que faire se peut, puissent en tout cas avoir des conditions de travail décentes et qui englobent un certain nombre de paramètres que je venais de développer. Et le ministre Ada de promettre la poursuite de ces visites afin de mieux vivre la réalité des conditions d'embauche et de travail des Nigériens sur les chantiers de la Renaissance. Retour à l'intérieur du pays où la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a visité hier le chantier de construction du village artisanal de Difa. Il s'agit pour Mme Yahya Awa de mettre en valeur les produits artisanaux locaux et nationaux et doter les différentes régions de villages artisanaux. Abdraman Boukari et Adraman Mohassou. À travers cette visite, il s'est donc agi pour la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Baré Hawa Abdou, qui était en compagnie du gouverneur de la région de Difa, M. Yakoubou Soumana Gao, et des cadres centraux et régionaux relevant de son département ministériel, de s'enquérir du niveau d'exécution de ce chantier dont les travaux ont démarré depuis janvier 2015, mais aussi et surtout rappeler à tous les acteurs le prix qu'attache à son ministère à la réalisation de cette infrastructure qui vise la valorisation et la promotion de l'artisanat, une filière porteuse à l'économie nationale. Ainsi donc la ministre Mme Baré Hawa Abdou, qui a fait le tour de ce chantier dont les travaux sont à un niveau d'exécution très avancé, s'est dite réconfortée du constat. Dans les 8 régions, les 6 sont dotés de villages artisanaux. Il ne reste que Tilaberi et Difa. Difa donc... ce que nous venons de voir, vraiment il y a une avancée très terrible et je pense que ça prendra fin incessamment et nous serons vraiment dans le cadre de notre programme, dans le cadre de la politique nationale de développement de l'artisanat, faire quelque chose pour la région de Difa. Et c'est quoi l'objectif recherché à travers ces villages artisanaux? C'est dans le cadre de la compétitivité. Nous voulons améliorer la qualité des produits de nos artisans et vraiment être très compétitif sur le plan national et sur le plan international. Vous avez vu, nous envoyons à chaque fois à travers la Chambre des métiers de l'artisanat nos artisans à l'extérieur pour présenter leurs produits. Et quand les produits ne sont pas de qualité, c'est difficile de les faire écouler. Et l'artisanat aujourd'hui contribue plus de 20% à l'économie de notre pays. C'est vraiment une avancée très terrible et que vraiment nous tenons à marquer la présence des artisans dans le cadre vraiment de la promotion de l'économie de notre pays. Et à travers ces villages artisanaux, non seulement on améliore la qualité des produits, et on renforce les capacités de nos artisans. À noter que ces travaux financés par le budget national pour un coût d'environ 126 millions de francs CFA comprennent un bloc administratif, une case gardien, un mur de clôture sur 1 hectare, un atelier, une boutique d'exposition et un bloc à latrine. Signalons qu'en marge de cette visite, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat s'est par la suite transportée au domicile du défunt Ari Issa, capitaine de la garde nationale du Niger, tombé sur le champ d'honneur suite à la récente attaque perpétrée par un groupe d'assaillants de la nébuleuse Boko Haram au niveau de la prison civile de Difa. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour Mme Baré Hawa Abdou de présenter ses condoléances à la famille du défunt avant de prier pour le repos de son âme et que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Une rencontre d'échange a regroupé aujourd'hui une délégation du Conseil économique, social et culturel conduite par son deuxième vice-président et les couches socio-professionnelles de la région de Niamey. Au cours de cette rencontre, plusieurs thématiques ont été posées qui ont suscité des réactions de la part des participants, Abba Moussa Touman et Jibou Mamoudou.
Il faut souligner que cette rencontre d'échange intervient après celle du même genre effectuée par cette mission à Difa dans le but de manifester leur solidarité à l'endroit des populations de cette région. Ici à Niamey, le deuxième vice-président du CESOC a choisi de traiter de quelques points particuliers. En premier lieu, je ne puis m'abstenir d'aborder l'incivilité de nos concitoyens au quotidien. Chacun ou chacune en fait les frais, au moins une fois, dans la circulation routière. Cette forme d'intolérance installe un malaise social aux conséquences incalculables. L'intolérance sur la route est devenue dangereuse. Chaque jour, on s'en rend compte avec une ampleur grandissante des accidents qui endeuillent les familles. C'est pourquoi M. Soumaïla Bagna a invité à faire nôtre cet engagement pour prendre conscience de cette intolérance à l'égard des piétons et particulièrement les écoliers qui en font les frais au quotidien. L'incivisme, a ajouté le deuxième vice-président du CESOC, c'est aussi l'insalubrité qui a gagné notre capitale, avec des rues jonchées d'ordures, des caniveaux obstrués de plastique, surtout en ces moments de forte pluie, entraînant des stagnations d'eau sur la chaussée. Comme si cela ne suffisait pas, pour assombrir le décor de cette ville, l'occupation anarchique du domaine public a pris des proportions inquiétantes, avec des morcellements jusque dans le poumon de notre ville, que représente la ceinture verte, nous exposant aux intempéries et autres aléas climatiques. J'en conclus en disant ceci: si nous ne sommes pas en mesure de pérenniser la fête de l'arbre, ne détruisons pas l'héritage des pionniers de cette belle initiative. Le deuxième vice-président a également évoqué le secteur de l'éducation. La gratuité portée au plus fort par le président de la République est en face des écoles privées qui pullulent dans chaque coin de rue et dont la qualité de l'enseignement laisse à désirer. Le débauchage du personnel du secteur public est la règle et le coût élevé des frais de scolarité crée des distorsions entre le public laissé au compte des pauvres et le privé des enfants riches par des taux de réussite sans équivoque. La cherté de la vie à Niamey et la question du logement ont été aussi largement évoquées par M. Soumaïla Bagna, qui a appelé à agir vite pour maintenir la cohésion sociale. Auparavant, le secrétaire général de la région de Niamey, M. Bourema Zourkaleni-Mega, a pris la parole pour brosser la situation socio-économique de la région avant d'exhorter l'ensemble des participants à plus d'abnégation pour la réussite de cette rencontre. Peu après les interventions, le président de la commission des affaires sociales, M. Idrissa Jibrila, a pris la parole pour exposer la mission, le fonctionnement, l'organisation de cette institution dont la mission principale est de contribuer au développement de notre pays à travers les avis pertinents au président de la République et à l'Assemblée nationale. S'en est suivi un débat au cours duquel les participants ont posé des questions pertinentes, apporté des contributions ou exprimé des préoccupations quant au thème développé par le deuxième vice-président du CESOC. Peu après cette rencontre, M. Soumaïla Bagna a effectué des visites sur le terrain, notamment à Bangabana, à Gabougoura et Tundibia, des visites sur lesquelles nous y reviendrons demain. Et les autorités de la 7e République, comme dans toutes les autres régions, ont mis à la disposition de la région de Maradi un important tonnage de matériel et autres fournitures scolaires dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2015-2016. Et c'est le gouverneur de la région de Maradi qui a procédé ce matin à la réception au cours d'une importante cérémonie. Maman Oumarou avec Kassoum Moutari. Il faut rappeler que depuis l'avènement du gouvernement de la 7e République de notre pays, le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, fait du secteur de l'éducation une de ses priorités. C'est pourquoi chaque année des dispositions sont prises par les autorités de la 7e République à travers le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique pour que la rentrée scolaire se déroule dans de très bonnes conditions. C'est bien le cas cette année encore où déjà ce matin, le gouverneur de la région Abdou Maman, accompagné d'une forte délégation, a réceptionné au cours d'une cérémonie officielle plus de 400 tonnes de matériel et fournitures scolaires dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2015-2016. Je pense que cela témoigne de l'engagement toujours tenu des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Alhaji Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État. Dans le programme de la renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'école occupe une place de choix. Pour le directeur régional de l'enseignement primaire, Ali Gogé, toutes les dispositions sont également prises au niveau de la région, non seulement pour la réception du matériel, mais aussi et surtout leur acheminement dans tous les départements qui comptent la région. Cela nous permettra maintenant
après la réflexion avec les autorités administratives et coutumières, de faire une répartition au niveau de chaque direction départementale. À leur tour, les directeurs départementaux vont acheminer les fournitures au niveau des inspections, au niveau des secteurs pédagogiques et au niveau des écoles. Nous pensons que la rentrée sera effective. Du moment où on a déjà amené les fournitures scolaires, nous attendons incessamment les différentes décisions pour les affectations, ce qui nous permettra donc de faire le recrutement à temps et d'assurer une rentrée scolaire effective au niveau de la région de Maradi. Il est à noter que les représentants des parents d'élèves, des syndicats et ceux de la société civile qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie se sont également réjouis de cette initiative louable des autorités de la 7e République.